tous d'être là à nouveau. Donc avec Alima, on est assistante attachée de recherche clinique au CEREMAST de Toulouse. Je pense que vous nous connaissez tous, parce que si vous avez tous fait le bilan de mastocytose, vous êtes tous passés entre nos mains. Aujourd'hui, on va vous présenter donc principalement les traitements de la pathologie mastocytaire en cours de recherche, mais aussi d'autres protocoles qui sont en cours ou à venir sur le centre. On va vous présenter les choses dans ce sens-là. Donc, les protocoles qui sont ouverts en cours de recrutement, les protocoles qui sont en cours mais dont le recrutement est terminé, les protocoles qui sont clôturés et pour lesquels on a quelques résultats préliminaires à vous présenter, et les protocoles à venir. Voilà, je vais laisser Alima commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'étude HCQMA, donc qui met en jeu l'hydroxychloroquine, connu aussi sous le plaquenil. Donc, on souhaitait évaluer à 12 mois l'effet de l'hydroxychloroquine sur les symptômes d'activation mastocytaire, donc de type prurite ou bien flush, de modéré à sévère chez les patients qui ont une mastocytose cutanée isolée ou bien une mastocytose systémique indolente avec atteinte cutanée. Donc pour les critères, donc ça sera bien sûr que les patients aient une mastocytose cutanée isolée ou bien une mastocytose systémique indolente avec atteinte cutanée. De plus, il faut que les patients aient au moins un handicap de ce type, donc soit prurite cutanée avec un score qui est supérieur à 5 sur une échelle de 0 à 10, ou bien un nombre de flushs par semaine qui serait de 7. Bien évidemment, il faut qu'ils aient une absence de contre-indication à l'hydroxychloroquine. Donc, concernant les inclusions, la première inclusion a été effectuée en novembre 2021. Le recrutement est toujours en cours. On a 5 patients inclus et il nous faudrait pour cette étude inclure 30 patients. Donc là, je vais vous parler d'un autre traitement pour la mastocytose systémique sévère indolente, donc qui est le masitinib, donc un inhibiteur de tyrosine kinase sous l'étude AB15003. Donc, on souhaite voir l'efficacité et l'innocuité du masitinib. Donc, c'est un traitement qui se fait par voie orale chez les patients qui ont une mastocytose systémique indolente et qui ne répondent pas au traitement symptomatique actuel, optimal. Donc, concernant les critères d'inclusion, il faut que les patients aient une mastocytose systémique indolente qui présente des symptômes graves au cours d'une période de 14 jours, définis comme les symptômes suivants, comme le score relatif au prurite qui soit supérieur à 9, un nombre de bouffées vasomotrices qui soit supérieur à 8 par semaine, ou bien une échelle de dépression, une échelle spécifique de dépression qui est Hamilton, et le score doit être supérieur à 19. Donc, concernant l'inclusion, la première a été effectuée en juillet 2020. On a 7 patients inclus, donc sur les 7 patients qu'on attendait pour cette étude. Mais le recrutement est toujours actif, donc il est possible de rentrer dans cette étude. Là aussi, je vais vous parler toujours du masitinib, donc c'est la même molécule, donc un inhibiteur de tyrosine kinase sous une étude donc AB20006, mais qui va plutôt s'intéresser aux patients atteints de syndrome d'activation mastocytaire. Donc là aussi, il faut que le patient ait bien sûr un syndrome d'activation mastocytaire sévère et qui présente certains critères dont qui touchent 2 systèmes d'organes, comme par exemple urticaire, prurite, diarrhée, etc. La liste est longue. Et sur le critère biologique, cette fois-ci, il faut que les patients aient une augmentation de la tryptase pendant et en dehors d'une crise. Donc il est possible qu'on vous demande du coup de faire une prise de sang pendant et en dehors d'une crise afin de voir s'il y a une augmentation significative de la tryptase. Ou bien, il faut que les taux soient supérieurs à la normale pour l'un des médiateurs suivants, donc ça soit l'histamine, la tryptase ou la prostaglandine D2. La mise en place a été effectuée en juillet 2022. On a 10 patients à inclure pour cette étude. Le recrutement est actif et ouvert. Donc là, je vais vous parler d'un autre inhibiteur de tyrosine kinase, donc le BLU-263, dont le nom est l'elenestinib, sous l'étude Arbor, donc BLU-263-1201. Donc c'est un inhibiteur de tyrosine kinase aussi qui va venir cibler sélectivement la mutation KIT D816V. Donc l'objectif est de voir l'efficacité et la sécurité du BLU-263 avec les traitements symptomatiques de base que vous avez contre comparé au placebo avec les traitements symptomatiques. Et celui-ci, c'est un traitement qui va plutôt s'intéresser aux patients atteints de mastocytose systémique indolente. Donc concernant les critères, donc dans cette étude-là, on a plusieurs parties. Donc je vais pas vous détailler exactement les parties, mais voilà, pour la première partie,
PK groupe 2, donc là en fait c'est les patients qui vont avoir directement la molécule, 50 mg ou bien 100 mg, et il faut que les patients aient une mastocytose systémique qui soit indolente, et aussi il faut qu'ils aient un score ISM. Donc je vous expliquerai en fait le score ISM. En fait c'est un questionnaire qui permet en fait d'évaluer vos symptômes, et en fait on a 12 items et c'est des questionnaires en fait avec une échelle de 0 à 10 sur divers symptômes de la mastocytose. Donc qui soit supérieur à 28. Ensuite, on va voir la partie M qui, elle, quant à elle, va s'intéresser plutôt au syndrome d'activation mastocytaire. Donc là aussi, il faut qu'ils aient un SAMA qui soit confirmé, une tryptase qui soit inférieure à 20, la présence de mutation KIT D816V, soit dans le sang, soit dans la moelle, et la présence aussi de CD25. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces patients doivent avoir des symptômes handicapants au moins sur 2 systèmes d'organes. Donc la première inclusion a été effectuée en janvier 2022. On a 9 patients actuellement sous traitement et 4 en cours de screening. Le recrutement est ouvert et actif. Donc là, je vais vous parler assez brièvement des diverses parties de cette étude. Donc on a eu la partie 1 où les patients avaient 25 mg, 50, 100 ou bien le placebo. Donc là, c'était pour déterminer notamment la dose recommandée. Donc là, le recrutement est fermé. On a 6 patients en cours de traitement. Ensuite, on a eu dans cette même partie 1 un sous-groupe qui était le PK Groups, qui là les patients avaient en fait 50 mg ou 100 mg qui étaient administrés. Là, le recrutement est actif. Donc on a 3 patients qui sont sous traitement actuellement, 4 en cours de screening et les places sont très limitées. Ensuite, on a la partie 2 aussi qui va bientôt ouvrir, donc courant 2023, on n'a pas de date exacte, qui là en fait le Blue 263 sera administré à la dose recommandée, celle qui a été recommandée du coup dans la partie 1 versus le placebo. Ensuite, on aura la partie 3, quant à elle va en fait avoir on aura le Blue 263 à la dose recommandée, le placebo ne sera plus présent et ça sera uniquement réservé aux patients qui étaient dans la partie 1 et 2. Ensuite, donc on a ce Blue 263 qui va être administré aussi aux patients ayant un SAMA monoclonal et ça sera la dose recommandée qui sera administrée. Donc il n'y aura pas de placebo dans cette partie. Et je laisse du coup ma collègue prendre le relais. Alors, on a un protocole, donc c'est pas avec des traitements, voilà, c'est plus une étude de dépistage pour les patients chez qui on suspecte un syndrome d'activation mastocytaire pour évaluer la prévalence de la mutation KIT D816V, donc chez ces patients. C'est une seule visite, souvent quand vous êtes en consultation, voilà, si on suspecte un SAMA, que vous avez les critères, on va vous faire un prélèvement sanguin et un prélèvement buccal avec un écouvillon pour rechercher certains gènes qu'on suspecte actifs dans le SAMA, la mutation KIT et le taux de tryptase sérique. Donc pareil, comme pour tous les protocoles avec les syndromes d'activation mastocytaire, il faut avoir 2 systèmes d'organes impliqués, donc parmi le système cardiovasculaire, le système gastro-intestinal ou la peau ou le système respiratoire naso-oculaire. Et il faut un de ces systèmes soit obligatoirement donc le système cardiovasculaire et que la tryptase sérique de base soit supérieure ou égale à 8. Sinon, il faut avoir eu des anaphylaxies sévères dues aux piqûres d'immunoptères, peu importe le taux de tryptase, ou des anaphylaxies sévères avec l'implication du système cardiovasculaire et une élévation documentée de la tryptase avec la fameuse formule 20% de la valeur de base plus 2 unités évaluées dans un événement. On a inclus le premier patient en février 2022. Pour l'instant, on a 14 quand j'avais fait la diapo, et maintenant on a 15 patients dans ce protocole. Et donc ce protocole, pour l'instant, il n'a pas de fin, et pour l'instant, on recrute. On a un nouveau protocole donc qui est tout récent aussi, c'est pour les mastocytoses systémiques avancées. C'est un nouveau laboratoire avec qui on travaille, donc c'est le laboratoire Cogent. C'est le protocole APEX. C'est un traitement oral, il y a un bras unique, donc pas de placebo. C'est le bezuclastinib, c'est un puissant inhibiteur et sélectif des mutations KIT. Partie 1, déterminer la dose optimale, donc 50 mg ou 100 mg ou 200 mg ou 400 mg. Et dans la partie 2, donc ce sera avec la dose qui aura été la mieux tolérée, la plus efficace, donc tous les patients auront cette dose-là. La première inclusion théorique, c'est la semaine prochaine. Et le recrutement est ouvert et très actif pour ces patients-là.
Maintenant, je vais vous parler donc des protocoles qui sont en cours. Donc les patients sont en cours de suivi, mais plus personne ne peut rentrer dans ces protocoles-là. Donc l'avapritinib, c'est un inhibiteur qui cible sélectivement la mutation KIT D816V. On a 2 protocoles avec l'avapritinib, donc Pathfinder et Pioneer. Pathfinder, c'était pour les patients atteints de mastocytose systémique avancée avec une dose initiale de 200 mg par jour. Pas de placebo en général dans les études pour les mastocytoses systémiques avancées. Je vais vous passer les critères d'inclusion principaux qui sont assez standards. On avait inclus le premier patient en juin 2020, la dernière inclusion en décembre 2020. On a eu 3 patients inclus dans cette étude. On a toujours 2 patients en cours d'étude dans ce protocole. Pioneer, donc c'est aussi avec l'avapritinib. On a eu une première phase qui a duré 6 mois. C'est pour les mastocytoses systémiques indolentes. C'était à 25 mg par jour d'avapritinib versus placebo pendant 6 mois. Et ensuite, dans la deuxième partie, donc tous les patients sont passés sous 25 mg sans placebo. Les critères d'inclusion, c'était donc avec le même score dont Alima vous a parlé, qui devait être supérieur à 28. Et il fallait au moins un symptôme au niveau gastro-intestinal ou cutané. Après, on a eu des patients aussi sans lésion cutanée. Et il fallait qu'il y ait un échec des traitements symptomatiques de base. Au début, il y avait des visites toutes les 4 semaines pendant 1 an, puis toutes les 8 semaines pendant 6 mois. Et maintenant, on est à des visites toutes les 3 mois. On a eu 10 patients sous traitement. On a toujours ces mêmes 10 patients qui sont dans l'étude avec ce traitement, qui le tolèrent très bien et qui sont très contents des résultats. Et on a une patiente dont on vient d'augmenter la dose à 50 mg, parce que maintenant on a la possibilité dans ce protocole d'augmenter la dose. Je vais vous parler des protocoles clôturés, enfin on va vous parler plutôt des protocoles qui sont clôturés pour lesquels on a des résultats préliminaires. Donc certains d'entre vous ont dû remplir ces questionnaires. Donc c'était pour une étude observationnelle, donc MCD and Buddy, qui permettait d'évaluer le fardeau personnel, psychosocial, économique et professionnel chez les patients atteints de pathologie mastocytaire. Donc c'était plusieurs questionnaires qu'on faisait donc à M0, 6 mois après et 1 an après, pardon. Donc la première inclusion a été effectuée en janvier 2020 et la dernière a été faite en juin 2021. Donc concernant la population, donc on avait 200 patients qui ont été inclus au niveau de cette étude. Il y avait 171 patients qui étaient atteints de mastocytose et 29 patients avec un SAMA. Donc 129 femmes et 71 hommes ont pu compléter ce questionnaire. L'âge moyen était environ de 45 ans et le délai moyen entre diagnostic et le remplissage des questionnaires était environ de 6 ans. Donc concernant un peu les analyses, donc c'est des analyses des analyses qu'on a pu faire, voilà. Donc je me suis permise de cibler sur notamment la productivité globale. Donc là en fait on avait 21% des patients qui étaient atteints de mastocytose qui ont vu leur productivité globale diminuer contre 26% pour les SAMA. Concernant la productivité dans l'activité quotidienne, donc on a 26% des patients atteints de mastocytose qui ont vu leur productivité diminuer contre 56% pour les SAMA. Donc parmi les 153 aussi patients en âge de travailler, on a pu voir que 22% ne travaillaient plus en raison de leur maladie. Maintenant, côté impact sur la vie personnelle, on voit que 57% des patients affirment que la pathologie mastocytaire a impacté leur vie personnelle de façon importante. On peut donc en conclure que les pathologies mastocytaires ont un impact sur la vie personnelle, mais également professionnelle des patients. Ensuite, on a eu une autre étude, le laser masto, donc qui permettait d'améliorer les lésions cutanées chez les patients atteints de mastocytose cutanée après réalisation de 2 séances de laser. Donc c'était plusieurs visites, donc 4 visites. Et pour vous dire un peu l'avancée de cette étude, donc les analyses sont en cours, les images sont en cours d'analyse. On est en train de revoir également les entretiens, donc on est en train de retranscrire les entretiens qui ont été faits pendant cette étude. Et peut-on parler réellement d'efficacité? Donc oui, mais celle-ci se limite sur certaines zones, donc notamment par exemple sur les mains, le décolleté, le front, et on a pu voir aussi qu'il y avait peu d'effets sur les cuisses ou le ventre. Donc là aussi, on verra par la suite ce qu'il en ressort au niveau des images concrètement.
Donc la première inclusion elle avait été faite en septembre 2020 et la dernière en septembre 2021. Et on a eu 34 patients dans cette étude-là. Donc, je vais vous parler d'une autre étude, donc le Blue 203, donc qu'on a pu voir déjà dans la mastocytose systémique indolente, mais aussi plus tard, on la verra aussi dans la partie pour les SAMA. Donc là aussi, ils ont utilisé donc ce Blue 203, donc l'élanestinib, mais chez les patients atteints de mastocytose systémique avancée. Donc voilà pour les critères, il faut que les patients aient une mastocytose systémique avancée qui a été diagnostiquée et confirmée. Il faut que la tryptase soit supérieure à 20 et il faut aussi que les patients n'aient pas eu d'inhibiteur sélectif de KIT antérieur, donc tel que l'avapritinib ou bien la midostaurin. On n'a pas encore de date exacte de la première inclusion, donc ça sera courant 2023. Voilà. Toujours dans les protocoles à venir, dans le laboratoire Cogent, on aura le même protocole que pour les mastocytoses agressives plus tard, mais avec les mastocytoses systémiques indolentes et les mastocytoses systémiques smoldering. Donc ce sera un traitement oral versus placebo cette fois, avec comme première injective de déterminer la dose optimale et dans la partie 2 de déterminer l'efficacité à la dose optimale qui aura été sélectionnée dans la partie 1 versus placebo. On estime que le protocole sera ouvert dans le centre d'ici fin 2023 et qu'on pourra vous proposer aussi cette molécule pour les patients qui ont une mastocytose systémique indolente ou smoldering. Ensuite, donc ça c'est un protocole, c'est pas un traitement, c'est avec l'INSERM en partenariat qui vise à analyser donc c'est un peu barbare, la diversité des populations immunitaires infiltrant la peau des patients donc qui ont une mastocytose cutanée isolée ou une mastocytose systémique avec une atteinte cutanée et la diversité des progéniteurs circulants chez ces patients. Donc, en bref, le but, c'est de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques pour les mastocytoses systémiques avec une atteinte cutanée. Les objectifs, au début, ce sera sur 3 patients atteints de mastocytose cutanée isolée et 3 témoins, donc des gens qui n'auront pas de mastocytose cutanée pour comparer. Et ainsi de suite. On vous tiendra au courant plus tard de l'avancée de ce protocole et si on a besoin donc de personnes volontaires pour faire des biopsies cutanées donc pour pouvoir avancer sur cette recherche. Et ensuite, on va revoir un protocole, une étude observationnelle avec des questionnaires. Donc, on va vous contacter aussi prochainement pour remplir des questionnaires sur vos symptômes, sur votre qualité de vie. Voilà, le but est d'établir avec un questionnaire, donc, avec une méthode, c'est le DALI, le fardeau de la maladie. Donc, ça se fera sur des données rétrospectives, donc des questionnaires qu'on va reprendre justement du protocole Burden et des données prospectives pour lesquelles on vous contactera donc pour savoir si vous acceptez de remplir quelques questionnaires encore une fois pour nous. Et donc les retombées attendues sont de déterminer le fardeau d'une maladie considérée donc comme rare mais qui a un lourd impact sur la qualité de vie et de mieux prendre en compte l'impact sur la qualité de vie des symptômes présentés par nos patients, par vous. Et ensuite, on vous en avait parlé l'année dernière, on n'a toujours pas commencé, donc c'est une étude interventionnelle avec des IRM, donc pour identifier la relation entre l'infiltrat mastocytaire médulaire, donc dans la moelle, mise en évidence par IRM, et les tassements vertébraux chez les patients atteints de mastocytose systémique. Donc ce sera aussi pour les pré-MS, les mastocytoses systémiques, mais aussi les pré-MS qui sont suivis au CHU, qui n'ont pas d'ostéoporose. Et donc chaque patient aura un IRM du rachis sur la machine à Purpan. Et il n'y aura aucun produit de contraste pour cette étude, mais il nous faudrait quand même inclure 200 patients qui acceptent de faire un IRM rachis dorso-lombaire. Voilà, on vous a fait un petit tableau résumé des protocoles qui sont actuellement en cours de recrutement. Donc, en fonction de la pathologie, donc c'est une mastocytose cutanée ou indolente avec atteinte cutanée, les mastocytoses indolentes avec ou sans atteinte cutanée, les syndromes d'activation mastocytaire et mastocytose systémique avancée. Donc, bien sûr, on pourra vous transmettre toutes les diapositives d'aujourd'hui, vous pourrez avoir accès à toutes nos présentations et à la vidéo aussi parce que c'est filmé. On vous remercie et si vous avez des questions...